Bonjour à tous, aujourd'hui suite de la leçon sur l'énergie des phénomènes mécaniques. Après avoir parlé la semaine dernière d'énergie cinétique, de travaux des forces, de théorème de l'énergie cinétique qui permettait de relier le travail d'une force à la vitesse que pouvait acquérir un objet, nous allons continuer notre leçon en parlant de l'autre type d'énergie que vous connaissez, c'est-à-dire l'énergie potentielle. Nous allons voir en quoi on peut relier l'énergie potentielle et le poids et nous allons ensuite parler d'énergie mécanique qui correspond à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle et nous allons voir comment cette énergie mécanique varie ou ne varie pas selon les cas. Vous avez vu en troisième que l'énergie potentielle est liée à la position de l'objet et plus particulièrement de son altitude. Quand un objet est soulevé par exemple, eh bien, il gagne de l'énergie potentielle. On va donc lui transférer de l'énergie. Et pourquoi est-ce qu'il gagne de l'énergie potentielle? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une force qui va s'appliquer sur cet objet et cette force va travailler. Cette force, c'est le poids. Le poids, nous le connaissons, le poids, c'est la force d'attraction gravitationnelle qui est exercée par notre planète sur tous les objets qui l'entourent. Ce poids, eh bien, on va pouvoir calculer son travail et le relier à l'énergie potentielle. Alors déjà, on me dit que le poids est une force conservative. Une force conservative, eh bien, ça va être une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Ici, le poids, le travail du poids ne va dépendre que de l'altitude du point de départ, c'est-à-dire ici A, et du point d'arrivée, ici B. Qu'ils suivent le chemin qui est dessiné en jaune ici, qu'ils suivent le chemin qui est dessiné en rouge, ou qu'ils suivent n'importe quel chemin, en fait, le travail du poids va être le même. Et nous allons voir pourquoi. Donc, reprenons la formule que nous avons vue sur le travail d'une force et appliquons-la au cas particulier du poids. Donc, le travail du poids va se nommer WAB du poids P, qui va être égal au produit scalaire du poids par le vecteur déplacement AB, ce que l'on peut écrire sous la forme également P fois AB fois le cosinus de l'angle alpha représentant l'angle entre le déplacement et le poids. Donc, cet angle alpha qui est noté ici sur le schéma, nous allons pouvoir le retrouver dans un autre triangle pour pouvoir l'exprimer plus facilement. On va retrouver l'angle alpha dans le triangle rectangle que je vous fais apparaître ici en traçant cette droite. Donc là, nous voyons un triangle rectangle ici, là et à ce niveau-là. Là, nous avons les côtés, l'angle droit et l'hypoténuse qui va représenter la longueur AB. On retrouve la valeur de l'angle alpha ici. Vous voyez bien que c'est le même angle entre le déplacement et le poids qu'entre la verticale et le poids. On va donc pouvoir exprimer la valeur du cosinus alpha en utilisant ce triangle-là. Nous savons que le cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc regardons ce triangle. Dans ce triangle, le côté adjacent, c'est-à-dire celui qui est à côté de l'angle, ça va être le côté que j'ai représenté en noir ici, c'est-à-dire la différence d'altitude entre le point A et le point B. On va donc pouvoir noter que le côté adjacent, c'est ZA moins ZB. L'hypoténuse représente le côté qui est en rouge ici au niveau du triangle, c'est-à-dire la longueur AB qui correspond au vecteur déplacement. En remplaçant donc cette expression du cosinus alpha dans l'expression générale du travail, on va donc pouvoir écrire. Nous voyons donc apparaître deux fois le terme AB qui va donc se simplifier et on trouve finalement que le travail du poids peut se noter P multiplié par ZA moins ZB. On vient de démontrer que le travail du poids ne dépend
que des altitudes de départ et d'arrivée, mais pas du chemin suivi pour le système. Et ça va être le cas pour toutes les forces conservatives, qui va dépendre uniquement du point de départ et du point d'arrivée, mais pas du chemin suivi. Comme le poids se calcule en utilisant P est égal à M fois G, on pourra donc écrire le travail du poids sous la forme le travail du poids est égal au produit M fois G fois la différence des altitudes ZA moins ZB. On retiendra donc que le travail du poids ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée et pas du chemin suivi par le système. Nous avons vu précédemment que quand une force agit sur un objet, on dit que cette force exerce un travail et que cela correspond à l'énergie échangée avec l'objet pendant son mouvement. Donc, ce qui signifie que lorsque le poids travaille, eh bien, il y a de l'énergie qui est échangée avec l'objet pendant son mouvement. Vous êtes bien d'accord que quand on fait tomber un objet, eh bien, il va perdre de l'énergie potentielle puisqu'il se rapproche du sol. Par contre, le poids effectue un travail moteur sur ce déplacement. Les deux sont en fait directement liés puisque la variation d'énergie potentielle va être égale à l'opposé du travail du poids. On va donc pouvoir écrire que delta EPP, la variation d'énergie potentielle, est égale à moins W sur le déplacement AB du poids P. Ce qui signifie, si on développe, la variation d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Donc ça nous donne EPB moins EPA, qui est égal à moins le travail du poids, c'est-à-dire moins MEG ZA moins ZB. Si on développe cette dernière partie, ça va nous donner MG ZB moins MG ZA pour remettre tout dans le même sens. Et là, nous voyons apparaître par identification que EPB est égal à MGZB et que EPA est égal à MGZA. On peut donc conclure que l'énergie potentielle d'un système de masse M qui se situe à l'altitude Z va être donnée par la relation EPP est égal à MGZ, où EPP va représenter l'énergie potentielle de pesanteur, et donc en joules, G l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, et Z l'altitude, lorsqu'avec bien évidemment on a un axe OZ qui est orienté vers le haut, l'altitude s'exprimera en mètres. Cette énergie potentielle, pour se calculer, a donc besoin d'une référence. On peut très bien calculer l'énergie potentielle d'un pot de fleurs qui va s'écraser au niveau du sol. La référence sera égale au sol. Par contre, si je suis au premier étage d'une maison, dans la maison, et que je fais tomber donc un objet de 1 mètre, eh bien ce 1 mètre, on le mesure par rapport non pas au sol extérieur, mais par rapport au sol de l'appartement. Et dans ce cas-là, on aura une altitude uniquement de 1 mètre. L'énergie potentielle va donc toujours se calculer en faisant bien attention à quelle est la référence, quelle est l'origine de l'axe qui est choisi. Nous avons vu que le poids était une force particulière puisque le travail du poids ne dépendait que des positions de départ et d'arrivée, mais pas du chemin suivi. On dit que le poids est une force conservative. A l'inverse, une force non conservative, ça va être une force dont le travail va dépendre du chemin suivi. Par exemple, les forces de frottement sont des forces non conservatives. Quand on va avoir un point ou un objet qui va se déplacer dans un fluide ou dans un solide, il va toujours subir des forces de frottement. Dans un fluide, dans l'air par exemple, vous sentez très bien les forces de frottement quand vous courez vite. Vous avez l'impression qu'il y a du vent. C'est un vent relatif qui est lié tout simplement au choc des molécules d'air sur vous, sur votre t-shirt. De plus, quand vous êtes sur de la neige, que vous faites par exemple du ski,
vous voyez très bien apparaître les traces de vos skis sur la piste. Les traces de vos skis sont liées au frottement de vos skis sur la piste. On parlera alors de force de frottement solide. Ce qui permet à une voiture d'avancer, ce sont également les forces de frottement qui vont s'exercer au niveau des pneus. Donc toutes ces forces de frottement sont des forces non conservatives, tout simplement parce qu'elles vont dépendre du chemin suivi. Plus le chemin est long, plus les forces vont travailler. Donc si on regarde justement cette force de frottement d'un peu plus près, on va considérer que la norme, c'est-à-dire la valeur de la force de frottement, elle est constante. Et qu'on a un déplacement qui est rectiligne, on le voit sur le schéma ici, qui part d'un point A pour arriver à un point B. Pour exprimer le travail de cette force, on va appliquer la formule générale du travail, c'est-à-dire le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Ce qui nous permet d'écrire également que le travail sur la distance AB de la force de frottement, ça va être F fois AB en norme fois le cosinus alpha, c'est-à-dire le cosinus de l'angle entre cette force et ce déplacement. Mais nous voyons que la force, ici, elle est dans ce sens-là, alors que le déplacement AB est dans ce sens-là. L'angle entre les forces de frottement et le déplacement va donc correspondre à cet angle-là. Et cet angle-là que je vous fais apparaître sur le schéma, cet angle-là, ici, cet angle-là vaut 180 degrés. En regardant le point mathématique que vous voyez ici, vous pouvez vous rappeler ici, vous avez ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Ici, vous retrouvez la valeur de votre angle et sur ce cercle trigonométrique, eh bien, on va pouvoir retrouver sur l'axe des abscisses la valeur du cosinus de l'angle alpha considéré et sur l'axe des ordonnées, la valeur du sinus. Si j'ai un angle plat, c'est-à-dire que je n'ai pas d'angle, un angle qui vaut 0, eh bien, on va bien voir que le cosinus va être égal à 1. Par contre, il n'y a pas de coordonnées sur l'axe des ordonnées, donc le sinus va être égal à 0. Si j'ai un angle de pi sur 2, c'est-à-dire que mon angle il est ici, mon point A, c'est comme si je le déplaçais ici. Ce point A a uniquement une coordonnée sur Y, mais n'a pas de coordonnée sur X. S'il n'a pas de coordonnée sur X, ça veut dire que le cosinus de l'angle, pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés, vaut 0. Si maintenant j'ai un angle de 180 degrés, c'est-à-dire la même chose que pi, mon point A, il est à ce niveau-là. Les coordonnées de ce point A vont donc être égales à moins 1 sur l'axe des X et 0 sur l'axe des Y. Le cosinus de l'angle pi, c'est-à-dire le cosinus de l'angle 180 degrés, va donc être égal à moins 1. Ce qui va nous permettre d'écrire que le travail sur AB de la force de frottement va être égal à la norme de F fois la norme du vecteur AB fois moins 1. Ce qu'on écrit plus simplement moins F fois AB. Le travail d'une force de frottement sera donc toujours résistant car il sera toujours négatif. Maintenant que nous avons défini ce qu'était l'énergie cinétique et l'énergie potentielle et que vous savez les calculer, nous allons parler de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique d'un système, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Cette année, nous parlons uniquement d'énergie potentielle de pesanteur. Vous verrez qu'il peut exister d'autres types d'énergie potentielle, comme l'énergie potentielle électrique ou l'énergie potentielle élastique due à un ressort, par exemple. Donc si l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, eh bien la variation d'énergie mécanique est égale à la somme de la variation d'énergie cinétique et de la variation d'énergie potentielle. Pour comprendre les conditions de variation d'énergie mécanique, nous allons maintenant étudier plusieurs situations. Sur la vidéo suivante, nous allons étudier le lâcher d'une balle sans vitesse initiale dans l'air. Donc la position d'origine de la balle se trouve à ce niveau-là et on va laisser tomber la balle. Je vous laisse regarder ce qui se passe.
La balle possède donc un mouvement rectiligne. Maintenant, nous allons pointer image par image les différentes positions occupées par la balle au cours du temps. Nous voyons bien que la distance entre les points a augmenté au cours du mouvement. La vitesse donc a augmenté puisque la distance parcourue pendant le même intervalle de temps est plus grande. Donc on a un mouvement qui va être rectiligne accéléré. Puisque nous avons réalisé ce relevé, nous pouvons maintenant déterminer quelle est la vitesse instantanée du système en chacun des points et quelle est sa hauteur, c'est-à-dire son altitude par rapport au sol. Vous remarquez ici une règle qui va nous servir d'étalon de longueur. Donc à l'aide de cette règle, et à l'aide du pointage que l'on vient de réaliser ici, on va pouvoir tracer, enfin avant calculer puis tracer, les énergies de la balle au cours du temps, c'est-à-dire l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Regardons les résultats obtenus. Sur ce graphe, donc, nous avons représenté en bleu ici l'énergie cinétique et qui correspond à la courbe bleue. En rouge, l'énergie potentielle de pesanteur qui va s'exprimer en joule comme l'énergie cinétique qui va être représentée par la courbe rouge. Et la somme des deux, l'énergie mécanique qui se trouve ici. Donc on n'a volontairement pas utilisé la même échelle pour les deux énergies pour que l'on puisse bien les distinguer l'une de l'autre. Donc je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à répondre aux 4 questions qui suivent. Reprenons maintenant les différentes questions. La première question vous demandait de faire l'inventaire des forces appliquées au système et de dire s'il y a une force qui pouvait être négligée. Donc comme à chaque fois qu'on a un objet dans le champ de pesanteur terrestre, c'est-à-dire à proximité de la Terre, une force va toujours s'appliquer, c'est le poids P. Il existe une autre force ici qui existe, mais que l'on va négliger. Il va s'agir des forces de frottement de l'air. On étudie le mouvement d'une balle qui est relativement petite, relativement ronde, compacte. Le mouvement dure très peu de temps, donc on va pouvoir considérer qu'elle est négligeable par rapport à son poids. Ensuite, dans la question numéro 2, on vous demande de justifier l'allure de la courbe représentant l'énergie cinétique. Donc si on regarde la courbe d'énergie cinétique qui est représentée en bleu, on voit d'abord qu'initialement l'énergie cinétique est nulle, ce qui est tout à fait normal puisque la balle a été lâchée sans vitesse initiale. Puis ensuite, nous avons dit tout à l'heure qu'on avait un mouvement accéléré, ce qui signifie que la vitesse va augmenter. Si la vitesse augmente, l'énergie cinétique va également augmenter. Vous voyez que ça n'augmente pas de manière linéaire, tout simplement parce que l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse au carré. On vous posait la même question pour l'énergie potentielle de pesanteur qui se trouve en rouge. L'énergie potentielle de pesanteur, elle, part d'une valeur qui est maximale. C'est normal puisque c'était au départ que l'altitude de la balle était maximale et vous savez que l'énergie potentielle de pesanteur est liée à l'altitude. Ensuite, la balle va tomber, ce qui signifie que son altitude va diminuer, donc forcément, l'énergie potentielle va également diminuer. Est-ce que l'énergie mécanique varie? Eh bien non. Nous voyons que l'énergie mécanique ne varie pas, elle reste constante. Tout simplement, on a de l'énergie potentielle de pesanteur qui diminue, de l'énergie cinétique qui augmente. On va avoir un transfert d'énergie, une conversion d'énergie. L'énergie potentielle va se convertir en énergie cinétique. Et il n'y a pas de perte puisque l'énergie mécanique reste constante, c'est ce que nous voyons. Étudions maintenant une deuxième situation qui est la chute d'une balle dans un fluide visqueux. Dans cette vidéo, comme la précédente, on va laisser tomber une bille sans vitesse initiale, mais cette fois-ci, la bille, au lieu de tomber dans l'air, va tomber dans un fluide visqueux. De la même manière aussi que précédemment, on peut repérer la position de la bille au cours du temps, en déduire sa vitesse, sa position et donc calculer l'énergie cinétique, l'énergie mécanique et l'énergie potentielle. Regardons ensemble la vidéo.
Donc on voit bien que la bille tombe avec un mouvement qui est un mouvement rectiligne. Pointons image par image les positions de la bille au cours du temps. On constate qu'après un mouvement accéléré, à ce niveau-là, vous voyez bien que vous avez les positions qui sont de plus en plus espacées. On a un intervalle qui devient à peu près constant sur la deuxième partie du mouvement. On peut donc dire qu'au départ, nous avons un mouvement qui va être rectiligne accéléré et ensuite un mouvement qui va être rectiligne uniforme. Regardons maintenant les différentes courbes d'énergie qui ont été construites. On a représenté là aussi sur un même graphique l'énergie cinétique, l'énergie mécanique et l'énergie potentielle. Mettez en pause votre vidéo pour répondre aux différentes questions. Donc pour répondre à la première question, justifier l'allure de la courbe représentant l'énergie cinétique, eh bien on voit très bien sur la courbe bleue qui représente l'énergie cinétique que l'énergie cinétique est au départ nulle quand la bille n'est pas lâchée, puis ensuite elle va augmenter tout simplement car la vitesse de la bille augmente, puis ensuite on voit qu'elle se stabilise car nous avons vu dans la vidéo précédente que la vitesse de la bille va rester constante sur la fin du mouvement. On parle de vitesse limite. Donc, question numéro 6, est-ce que l'énergie mécanique se conserve dans cette situation? Eh bien, regardons la courbe de l'énergie mécanique, on voit bien qu'elle ne se conserve pas. Elle va diminuer principalement sur la fin du mouvement à ce niveau-là et elle diminue constamment alors que l'énergie potentielle diminue. Donc en fait on peut considérer que dans ce cas-là, contrairement au précédent, eh bien l'énergie potentielle diminue, ce qui est logique, mais elle ne se convertit pas en énergie cinétique. Il va donc y avoir des pertes d'énergie et on va essayer de justifier ces pertes d'énergie justement dans la question 7 où justement on voit que dans cette seconde situation, le mouvement s'effectue dans un liquide visqueux alors que précédemment c'était dans l'air. Donc dans ce deuxième cas, on ne peut pas négliger les forces de frottement. La dissipation de l'énergie mécanique vient donc du travail de cette force de frottement. Donc l'énergie mécanique ne va pas se conserver, elle va se transformer en énergie thermique la plupart du temps. On peut donc compléter la conclusion suivante. En l'absence de force non conservative, par exemple en l'absence de force de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Ainsi, la variation d'énergie mécanique est nulle. On pourrait écrire que delta EM est égal à 0. C'était notre première situation expérimentale. En présence de forces non conservatives comme les forces de frottement, l'énergie mécanique n'est pas conservée. Cette variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Ce que l'on peut donc noter sous la formule delta EM est égal à la somme des travaux sur le déplacement AB des forces non conservatives. Résumons donc ce que nous venons de voir. L'énergie mécanique est donc la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique est égale à 1/2 de mv carré. L'énergie potentielle de pesanteur est égale à mgz. Deux situations. Première situation ici, seul le poids travaille. Les forces de frottement sont considérées comme négligeables. Il n'y a donc pas de force non conservative. On a une variation d'énergie mécanique qui est nulle. On dit qu'elle se conserve, c'est-à-dire que c'est la même au départ et à l'arrivée. Par contre, dans le cas qui se trouve ici, il y a des forces non conservatives, ce sont les forces de frottement. À ce moment-là, l'énergie mécanique ne se conserve pas, la variation d'énergie mécanique va être égale à la somme des travaux des forces non conservatives.
Quand on veut calculer le travail de la force de frottement, qui est une force non conservative, eh bien, on va appliquer la formule vectorielle habituelle du produit scalaire, mais comme l'angle entre la force et le déplacement est de 180 degrés, eh bien, le travail des forces de frottement sera toujours égal à moins F fois AB, c'est-à-dire toujours négatif. C'est pour ça qu'il y a une perte d'énergie mécanique dans ce cas-là. J'espère que vous avez tout compris sur les échanges d'énergie en mécanique et nous nous revoyons très vite pour parler d'électricité.